Maître, je vais vous recevoir sur cette musique qui passe en fond sonore. Bonjour, bienvenue. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir ce jour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est donc un plaisir de vous recevoir ce jour pour pouvoir échanger sur cette question sensible qui, bien évidemment, suscite des interrogations, des craintes, mais surtout alarme la société camerounaise par rapport à tous ces cas de féminicide qui sont enregistrés depuis le début de l'année. Selon le magazine en ligne Griotte, déjà 23 cas de féminicide enregistrés à travers le triangle national et je peux dire que c'est très inquiétant. Bonjour encore une fois et bienvenue. Merci. Les cas de féminicide en ce moment, je pense qu'ils sont 23. Depuis le début de l'année, sont vraiment préoccupants. Et les derniers en date, ce sont des enfants qui ont tué leur maman. Oui. C'est presque un cauchemar. J'ai eu du mal à dormir quand j'ai appris cette actualité. Et est-ce que, je ne sais pas si cela relève de votre compétence, mais est-ce que l'on pourrait s'interroger sur ce qui peut conduire à un féminicide, maître? En effet, ce n'est peut-être pas ma compétence, mais j'écris sur le social et cela veut dire que j'essaye de bêcher pour comprendre les causes et les différents facteurs qui favorisent ce genre d'actes. Nous allons d'abord revenir en famille. Je pense que tout part de la base. Si on continue à infantiliser la femme, on continue à diminuer la petite fille aux yeux de son frère, et on lui octroie un pouvoir sur elle en fait. Alors je pense que ce sont ces germes-là qui poussent et finalement contaminent la gente masculine. Parce que quand on voit un homme qui pense qu'il a le droit de corriger sa femme, c'est le terme qu'il aime utiliser, il pense qu'il a le droit de priver sa femme de travailler, qu'il a le droit que la moindre sortie de sa femme est soumise à sa permission, ça pose un problème. Oui. Cette histoire de chef de famille, chef de tout, est un facteur aggravant en ce qui concerne les féminicides. Maintenant, si on va voir du côté où les enfants aujourd'hui commencent de plus en plus à tuer leur maman, là on va interroger le côté éducation. Côté éducation. Oui, je sais qu'il y a aussi le syndrome de l'enfant unique ou alors de l'enfant qu'on a eu jeune qui est un facteur aggravant. Parce que quand on a un enfant unique, il devient un petit dieu, il devient un petit roi. On lui passe tout et finalement, il pense qu'il a même le droit de porter main sur sa mère. Parce que ça commence par là. Il crie sur sa mère, ensuite il la frappe, pour ensuite finir par la tuer. Donc, tout part de l'éducation en famille, mais aussi de la façon dont les parents éduquent leurs enfants. Il faut une dose de rigueur, de discipline et de respect dans ce processus d'éducation. D'accord. Et alors, sous votre casquette, maître, lorsqu'on est face à ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce qu'on dira d'abord, c'est que ce sont des situations pernicieuses. On voit peut-être venir la violence, mais on ferme les yeux. Ça, c'est le cas, par exemple, des femmes. Oui. À ce niveau, la justice ne peut pas grand-chose parce que ça relève de l'intimité. Et il faudrait que la femme victime puisse mettre les mots sur des actes. Mais très souvent, on fait comme si on ne voit pas. Oui. En se disant peut-être ça va changer, peut-être ça va évoluer dans le bon sens. Mais c'est justement dans cette attente-là que le pire arrive. Parce que je vais par exemple parler du syndrome de Stockholm que les femmes ressentent dans le cas où elles sont violentées.
Parce qu'il faut dire qu'un homme, par exemple, violent, a des moments de dédoublement de personnalité dans certains cas. Alors, il vous frappe, ensuite il pleure, par exemple. Et là, la femme, elle est confuse. Elle se dit, qui va vouloir de lui comme ça? Alors, elle apprend à supporter le bonhomme violent, au point où elle finit par devenir sa protectrice, en fait. Oui, la première personne à le défendre. À le défendre, même quand il la frappe, elle. On a vu des cas où un monsieur frappe sa femme et le frère vient intervenir. Et que ça se retourne contre lui. Donc, c'est des situations très pernicieuses et il faut un travail de tous les jours. Et ça passe par le dialogue, c'est-à-dire les victimes essayent de se confier. Mais souvent, elles choisissent de cacher. Elles choisissent de cacher. Mais maintenant, lorsque c'est vu et connu de tous face à un cas de mort, qu'est-ce que la famille fait? Quelles sont les procédures peut-être qui doit initier les plaintes? Comment ça se fait, maître? Qui doit faire bouger les lignes peut-être pour que justice soit faite? Parce que quand on voit un cas comme le récent cas de la journaliste qui a été assassinée par son fils, qui initie l'acte pour que justice soit faite ou rendue? Bon, ça peut être les parents de la défunte contre leur petit-fils, malheureusement. Ça peut être l'État, parce que c'est très grave. Mais il faut dire que dans des cas de violence conjugale, les familles démissionnent. Les familles baissent la tête parce qu'elles ont pris la dot. C'est malheureusement triste, mais c'est vrai. Vous allez voir une femme qui est frappée, elle a le bras en écharpe, mais quand elle veut revenir chez son père lui dit non, tu dois repartir là-bas parce que j'ai pris la dot. Est-ce que la dot veut dire qu'on a acheté une femme? C'est autant de questions. C'est vraiment une bonne question. Vous allez constater, les femmes qui partent très souvent sous les coups sont plus réhabilitées par des associations comme Griotte qui le fait. Il y a d'autres associations de femmes qui s'occupent de ces femmes et qui essayent de mettre la pression. Parce que même l'opinion publique démissionne au bout d'un mois. Oui. Au bout d'un mois, on n'en parle plus, c'est terminé. C'est terminé. Très peu de personnes peuvent continuer à en parler, mais l'ampleur finit quelquefois par baisser. Oui, exactement. Les gens crient pendant un mois, effet de buzz, et puis un mois après, on a oublié ces femmes. Elles sont parties, et puis c'est le silence total. Alors c'est pour ça que nous conseillons aux femmes qui sont victimes de violences de se confier. Peut-être elles auront du mal à mettre un mot, une image sur le geste, mais elles doivent prendre sur elles et contacter des gens. Contacter la police, malheureusement, qui est très incriminée parce qu'elle reçoit mal les femmes violentées. Elle dit oui, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te fasse ça? Si tu l'as bien cherché, des choses comme ça. Et puis ça décourage les victimes. Donc, il faut que l'État crée des espèces de maisons d'écoute, ou pourquoi pas des 4 chiffres, pour que des femmes dans l'anonymat puissent se confier et que des professionnels puissent leur dire voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire, voilà comment détecter les violences, et ainsi de suite. Donc, il faut une cellule d'écoute et puis des maisons d'accueil pour ces femmes. Cellule d'écoute, des maisons d'accueil pour assister, peut-être apporter de l'aide à ces femmes qui subissent des violences de tous ordres et venant même de n'importe qui. Maintenant, ce sont les enfants qui se tournent sur leur propre maman et on se pose tout de même des questions. Maître, vous qui êtes avocate médiateur, lorsqu'un cas est soumis, par exemple, à votre portée comme ça, qu'est-ce que vous apportez en termes d'assistance à... Je ne sais pas si je dois dire aux deux. Parce que là, on a une personne qui est partie, qui n'est plus en vie. Mais qu'est-ce que vous faites pour apporter solution à la famille, peut-être à la victime? La victime qui, quelquefois, est souvent morte. Mais on peut encore tabler pour celles qui réussissent à s'en sortir. Oui. Moi, j'ai par exemple des femmes qui me contactent. Elles ont des enfants sous l'emprise de la drogue.
qui essayent de voler et ensuite décident d'imposer, de demander l'argent par la force à leur maman. J'ai un cas pareil. J'ai eu à gérer un cas aussi où le petit gars était ici, sa mère était à l'étranger, et puis il avait développé une relation toxique. Alors moi, j'ai fait une médiation avec la mère et le fils, en aparté, et puis finalement ensemble, et on a essayé de trouver des solutions. Aujourd'hui, je crois qu'il est parti étudier dans un pays, et bon, lui, dans son cas, il reprochait à sa mère, il voulait juger sa mère sur la façon dont il vivait. Mais j'ai réussi à lui faire comprendre que c'est pas sa vie et qu'il doit faire la sienne, donc lâcher les baskets à sa mère. Oui. Donc il a fini par comprendre et puis sa mère a réglé le problème en le scolarisant dans un autre pays. Et je pense qu'en ce moment tout va bien entre eux. Donc par exemple, j'ai un autre cas où le petit est sous emprise de la drogue et là il devient violent, sa mère a peur de lui. Oui. Et puis moi je dis aux parents de ne pas craindre de les chasser de chez eux. Un enfant qui vous dérange, en fait, c'est les parents qui les ménagent. Si votre enfant commet une infraction et que vous la cachez, mais vous serez sa prochaine victime. Si un enfant fait ce qui est mauvais, il faut le sanctionner. Mais maître, on va vous dire qu'on n'a jamais pensé, on n'aurait jamais pu penser que ça va se retourner contre soi ou contre nous. Mais ça finit, c'est un début en fait. Quand l'enfant commence à avoir des addictions, il finit par un jour commencer à voler dans les poches de ses parents. Oui. Pour ensuite peut-être devenir un braqueur. Mais ça commence chez lui. Donc c'est aux parents de stopper la saignée. J'ai par exemple suivi un petit gars aussi qui est sous emprise et là il est en train d'en sortir. Je sais que profondément il aime sa mère. Alors j'appuyais sur le bouton. Sur quel bouton? Sa mère, de l'amour, oui. Donc j'appuyais sur le bouton de l'amour pour lui dire regarde ce qu'elle fait pour toi. Regarde ce que tu fais et malgré ça elle t'aime. Donc je crois qu'il a fini par comprendre et par suivre une thérapie. Et là, je crois qu'il est clean. D'accord. Donc, il faut déjà que la maman accepte de dire à quelqu'un, mon fils vole, mon fils me tape, mon fils m'insulte. Il faut déjà pouvoir le faire en tant que parent. C'est un pas peut-être très difficile, mais moi, je conseille aux parents de le faire. D'accord. Dès qu'un enfant a un comportement répréhensible, il faut le dire. Nous, quand on était plus jeunes, nos parents... pas les miens peut-être, parce que moi je suis la fille d'un soldat, donc j'avais intérêt à me tenir à carreau, mais j'ai vu des parents amener les enfants au commissariat. Et si on est dans une famille où peut-être le parent cache, ça peut être le père, ça peut être la mère, cache les déboires ou ces saletés, les méfaits de ses enfants ou de leurs enfants, mais que vous appartenez à cette famille-là, peut-être c'est votre neveu, peut-être c'est votre cousin, vous êtes témoin de ce genre de choses. Est-ce que ce type de personne en famille a le droit de parler, de dénoncer? En principe, oui. Il faut dénoncer. C'est très difficile en famille. Vous savez, la famille, c'est l'omerta. On cache des choses incroyables en famille. On cache des viols, on cache du vol, on cache des meurtres en famille. On cache l'inceste en famille. Mais les familles doivent savoir que le fait de cacher ces mots aura un effet boomerang. Et ça va commencer en famille. Parce qu'avant d'aller à l'extérieur, ils posent des actes, un certain nombre d'actes en famille. En famille, oui. Donc les familles doivent savoir que protéger, c'est aggraver en fait. C'est comme si votre fils commence par vous voler de l'argent. Ensuite, il vous vend la bouteille de gaz et vous vous taisez. Et demain, il va prendre votre voiture, il va peut-être la vendre à votre insu ou alors ramener des braqueurs chez vous. D'accord. Ça va toujours crescendo. Donc, à un moment, il faut stopper. Il faut stopper. Comme je dis, avant, il y avait des moyens. Quand on avait un petit délinquant, on le ramenait ou à l'école, il avait une fessée publique. Ça, on faisait dans nos écoles. Oui. Ou alors, on le ramenait au commissariat et il avait une conversation très sérieuse avec le commissaire ou des policiers. Et plusieurs enfants ont changé à partir de cela. Mais aujourd'hui, on a un peu le syndrome de mon enfant.
qui fait que vous ne pouvez pas gronder votre neveu. Vous aurez votre frère ado. Est-ce que vous allez alors aller le dénoncer? Vous voyez un peu? La situation se complique aujourd'hui parce qu'on ne vit plus comme avant. Avant, tout le monde, l'enfant était une pupille de l'État. Tout le monde avait le droit de dire quelque chose sur les agissements des enfants. Au quartier, on avait les voisins. On avait même la femme de ménage à la maison qui avait un pouvoir. Mais aujourd'hui, si vous allez chez votre frère et que son enfant se comporte mal et que vous lui mettiez une fessée, vous avez des problèmes avec votre frère ou votre sœur. Donc, nous évoluons désormais dans une société froide où, si vous voyez votre neveu poser un acte répréhensible, vous allez détourner le regard. Vous n'allez pas vous sentir concerné. Oui. Et lorsque ce genre de situation arrive, donc pour cette personne qui a ou qui avait la possibilité de faire quelque chose, de dénoncer par exemple, et qui ne l'a pas fait, lorsqu'on a un cas d'assassinat ou de féminicide, puisque nous sommes en train de parler aujourd'hui des féminicides, qui se fait connaître, est-ce que la loi peut mettre la main sur les personnes qui étaient tout autour, mais qui, je ne sais pas, ont été sont complices. Elles sont complices malgré elles, mais elles sont complices. Par exemple, dans le dernier cas du fils qui prend la vie de sa mère, il se dit qu'il aurait aussi pris la vie de sa grand-mère. Oui. Et que sa mère est cachée. C'est extrêmement grave. Si un membre de la famille ou un autre frère, peut-être à sa mère, avait dénoncé, elle serait complice. D'accord. Elle serait complice. Parce qu'elle a caché un meurtre, en fait. Elle a caché. Est-ce qu'on peut avoir une idée des peines qui sont souvent encourues dans ce genre de situation? Parce qu'il faudrait que les auditeurs le sachent. Comme on dit souvent, nul n'est censé ignorer la loi. Il faudrait que les auditeurs le sachent et peut-être prennent aussi conscience sur ce genre de situation-là, afin que si ça se présente à eux, qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire au risque de courir peut-être telle peine. Bon, vous savez, les peines ne sont pas faites au hasard. Il y a des prévisions du code pénal, mais elles ne sont pas faites au hasard. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Ça devient très technique. Oui. Par exemple, la peine peut être aggravée par certains facteurs. Ça peut être la nuit, l'arme utilisée. Par exemple, la nuit, commettre quelque chose, un acte répréhensible la nuit, aggrave la peine. Par exemple, si on casse une maison de nuit et on tue le propriétaire, la peine sera différente de si peut-être c'était en journée. Oui. Donc, il y a des facteurs aggravants. Par exemple, l'enfant, le fils, s'il a un très bon avocat, il peut même aller jusqu'à être disculpé. Oui. Mais quoi qu'il serait coupable. On peut découvrir qu'il est malade. On peut découvrir que c'est un psychopathe. Alors, il suffit qu'il ait un bon avocat et l'avocat va se battre pour le disculper. Donc, on ne peut pas parler de peine de facto. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans l'application de la peine. D'accord. Mais ça rentre dans le cas d'un meurtre ou un assassinat. À l'assassinat, s'il y a préméditation. Un meurtre, si par exemple, au cours d'une rixe, sa mère meurt parce qu'il a poussé, s'est cogné la tête. Donc, c'est différent. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. D'accord. Maître Prudence Marcel Mandeng II, vous êtes avocate médiateur et également féministe très engagée. Votre regard, peut-être de manière froide par rapport à cette situation, on va bientôt se séparer. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel message est-ce que vous pouvez adresser aux auditeurs, aux familles qui nous écoutent actuellement? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, ce que je dirais aux familles, c'est de sortir des dogmes. Convoquer la Bible à tout va pour expliquer le besoin de soumettre et de dominer les femmes est très dangereux. Pareillement, la façon d'éduquer les enfants. Que les parents cessent de magnifier le garçon et de rabaisser les petites filles, parce que c'est le départ de la violence. Un petit frère à qui on permet de jouer et sa sœur de rester dans la cuisine et faire toutes les tâches ménagères du monde, va dominer sa sœur. Va penser que la maison familiale lui appartient et pas à sa sœur. Va penser que le petit lopin de terre que le parent a laissé lui appartient et pas à sa sœur. Parce qu'il a vu la façon dont ils ont été éduqués.
Par contre, si on éduque également les enfants, on les éduque au respect mutuel, on les éduque à la loyauté et à l'amour, ça sera différent. Donc, je conseille aux familles de faire différent. Il faut faire différent, il est temps. Parce que ce sont des filles qui partent, ce sont des sœurs qui partent, ce sont des nièces qui partent. Alors, il faut faire différent. Si nous sommes en avril, là, oui. On a déjà 23 femmes parties. Alors, imaginez si en fin d'année, on a 200 femmes parties. Qu'est-ce qui reste dans les familles? Si c'est des familles où il y a un seul enfant, ainsi de suite, qu'est-ce qui va rester? Donc, il faut revoir tout ça. Il faut revoir l'éducation. J'ai appris qu'il y a un projet de loi sur la protection des femmes. Moi, je pense qu'il faut une loi sur le genre. Avec ces mécanismes, de là où je viens, il y a une loi sur le genre. Féminin et masculin. Oui, exactement. Donc, il faut une loi qui donne aux différents genres des limites par rapport aux autres genres. Parce que dans notre pays, l'homme pense que lui, il peut tout faire, mais que la femme doit avoir un canevas, elle doit vivre dans une boîte. Ça ne peut pas perdurer. Et aujourd'hui, comme j'aime dire, nous ne sommes pas nos mères. Les enfants d'aujourd'hui sont encore plus féministes que nous, de cette génération. Donc, il faut rééquilibrer les choses. Il faut que l'État s'en mêle. Il faut que les pouvoirs publics, les forces de défense, s'impliquent dans cette lutte. Parce qu'eux aussi perdent des enfants. Oui. Dans ce marasme au féminin, finalement. Donc, c'est tout un boulot que la loi sur... le ministre a parlé de... Il a dit que si vous ne pouvez pas supporter la bouche des femmes, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Mais moi, j'aimerais qu'ils aillent plus loin. Qu'on prenne un homme qui a frappé sa femme, qui passe au journal, que son procès soit médiatisé, pour qu'il y ait un choc, en fait, dans les têtes. Est-ce que ça pourrait vraiment choquer, maître? Ça peut choquer. Si, par exemple... un papa qui perd sa fille commet un acte grave pour leur dire « vous avez touché ma fille ». Moi, je ne pense pas que le fait de dire, par exemple, que c'est la volonté de Dieu, ne rien faire, baisser la tête parce qu'on a pris la dot, c'est ce qui encourage les autres. Si quand un homme donne sa fille en mariage, donne des avertissements qu'il faut à la personne qui vient prendre sa fille, la personne n'oserait pas. Mais c'est fait dans un tel laxisme cupide que le gars qui vous donne 1000 francs pour prendre votre fille pense qu'il a acheté. Et puis il faut revoir la dot. Il faut absolument revoir la dot. Ce n'est pas le commerce de la fille. Il faut que ce soit redéfini. Comment je dis, c'est des petits cadeaux qu'on s'offre quand on prend la fille de quelqu'un. Parce que c'est mutuel. Donc, il ne faut pas que la personne qui vient prendre femme pense qu'il a acheté une femme. Il n'a pas acheté une femme. Merci, Maître Prudence Manding 2. Merci d'être passé par ici à BK Radio pour nous entretenir sur ce thème qui touche énormément notre société, énormément, comme vous le dites. Et j'espère que nos auditeurs ont compris le message passé ce jour, sortir du silence. Parler, dénoncer, ne plus être complice de ces atrocités qui se vivent en famille et que l'on masque, que l'on cache. Sinon, cela pourrait se retourner contre soi-même demain. Et le plus incroyable, c'est que ce sont les femmes qui cachent. Donc, finalement, ça ne rien comprendre. Merci, Maître, encore une fois, et on va vous souhaiter une agréable semaine. Vous êtes très saturé, beaucoup de programmes à respecter aujourd'hui. Oui. On va vous souhaiter une journée lundi difficile. Merci avec encore. Les embouteillages. Voilà, merci. Merci de m'avoir invité.